Je suis Cindy Pulimini, je suis médiatrice culturelle pour le département du Lot et je vais vous présenter un dispositif que nous avons développé cette année qui va rejoindre la problématique qui est au cœur de cette matinée, à savoir le lien entre les sciences et le patrimoine. Donc, c'est une exposition qui est à l'initiative du département du Lot. Il faut savoir que le département du Lot, très rapidement, pour présenter un petit peu la cellule et les missions, donc est doté d'un service patrimoine qui témoigne d'un engagement en faveur de la connaissance, de la préservation et de la valorisation du patrimoine. Donc, grâce à des opérations d'inventaire, au soutien à la restauration des monuments, et grâce au développement d'outils de médiation qui permettent justement de valoriser ces actions qui ont été menées et après de sensibiliser et de transmettre pour pouvoir partager la connaissance et permettre une meilleure préservation de tous grâce à ces outils et voilà, à la transmission prendre connaissance de son patrimoine, qu'il soit de proximité ou pas, sont toute une succession de petites actions qui permettent voilà, d'en prendre soin et peu à peu peut-être d'améliorer leur pérennité. Donc cette exposition qui a été développée en 2023 présente plusieurs objectifs. Le premier, c'est de valoriser le recours à des méthodes d'analyse spécifiques intervenues dans le cadre des opérations de sauvegarde, donc comme je le disais tout à l'heure, et dans le cadre d'études emblématiques à la fois d'œuvres et de monuments, tout comme dans le cadre d'interventions sur des bâtiments plus modestes, par exemple, mais également tout aussi dignes d'intérêt de par les techniques qui ont été employées. L'objectif là du propos, c'est vraiment d'être pluridisciplinaire et de montrer que la science et les technologies peuvent venir en renfort de l'analyse humaine et des sciences humaines d'études du patrimoine. Donc pour cet outil, il y avait une ambition au niveau de sa conception qui était d'avoir un dispositif modulaire qui puisse être adaptable selon les différentes thématiques évoquées à différents types d'espaces, donc prévus pour l'itinérance, que ce soit principalement dans des collèges, des centres de documentation, mais aussi dans des communes ou dans le cadre de prêts à des associations. Donc, c'est vraiment d'avoir un outil modulable qui puisse s'adapter à différents lieux d'accueil avec un univers graphique marqué et assez attractif. Au niveau du contenu, cette exposition, elle a été conçue grâce à la collaboration de nombreux scientifiques avec un soutien très important de la Direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie, avec le service de la connaissance et de l'inventaire du patrimoine de l'Occitanie. Donc, à partir de ces connaissances-là, nous nous sommes basés de ces études que j'évoquais tout à l'heure pour produire du contenu et pour ressortir des thématiques emblématiques en lien avec les nouvelles technologies et les sciences. On a également eu le support et la collaboration du laboratoire des recherches et des monuments historiques, des musées du Centre de recherche et de restauration des musées de France, de l'hôpital de Cahors, de nombreux restaurateurs du patrimoine, de services de numérisation 3D, de laboratoires en archéologie, en microbiologie notamment. Donc, quelles sont les thématiques qui ont été abordées? Donc, on a dû sélectionner quelques thématiques, mais c'est une exposition qui peut ensuite être enrichie et on a déjà des pistes pour la suite. Mais dans un premier temps, on a voulu évoquer la restauration des peintures murales, l'étude des sculptures de pierre, les problématiques liées au métal, la datation du bois, la sculpture en tant qu'œuvre d'art avec ces différentes problématiques qu'on va évoquer tout à l'heure, et les data pour tout ce qui est les connaissances et du stockage de l'information numérique. Donc, voici un aperçu de cette exposition.
C'est voilà, une partie du dispositif déployé. Ici, on voit que c'est un outil qui est composé de 7 modules. Donc, ce sont des caissons en bois recto-verso, faisant référence un petit peu aux fly cases ou aux caisses de transport des œuvres d'art. Alors ici, en installation dans le hall du département, du conseil départemental du Lot, à Cahors, on peut voir donc que ce sont des modules qui sont assez hauts, qui reposent sur des piétements en acier démontables. Et une fois pliés, c'est un peu plus compact, puisque ça fait voilà, une hauteur de 130 cm sur une largeur de 80. Alors, vous pouvez voir ici ces modules de biais ou de profil. On peut voir sur la tranche ici des inscriptions qui font référence au tableau périodique de Mendeleev, de la classification des éléments. On a une ambiance un peu laboratoire ou work in progress, avec au sein même des modules une disposition en pegboard avec des éléments qui peuvent être bougés, des contenus qui peuvent être enrichis en fonction des restaurations à venir et des découvertes qui pourraient être faites. Donc à présent, je vais vous montrer un petit peu plus en détail les contenus de l'exposition. C'est vrai que j'aurais préféré circuler avec vous et vous les présenter in situ. Par écran, donc on a ici quelques clichés. J'espère que ça restera quand même assez lisible. Donc, ce module que vous voyez là, c'est d'un côté le recto et de l'autre côté le verso du dispositif qui est dédié à la Vierge Noire de Rocamadour. Alors, celle-ci, c'est un petit peu la star de l'expo, si on peut dire, puisqu'à elle-même, elle va déjà centraliser toute une équipe pluridisciplinaire qui s'est intéressée à son cas, que ce soit des restaurateurs du patrimoine, des historiens de l'art, des médecins, des radiologues, physico-chimistes, des xylologues qui étudient les propriétés du bois. On a aussi le CEA de Saclay, le commissariat à l'énergie atomique, et la direction régionale des affaires culturelles avec les restaurateurs qui sont occupés de cette œuvre. Donc, c'est une statue de bois qui a été sculptée au XIIe siècle et qui a eu, qui est évidemment l'objet de vénération et de pèlerinage à Rocamadour. Mais elle a vraiment attiré l'attention il y a quelques années parce qu'elle a été étudiée en profondeur. On a voulu aller au cœur de la matière pour comprendre de quoi elle était constituée et pourquoi on l'appelle la Vierge Noire aujourd'hui, parce qu'elle n'a pas toujours eu cet aspect-là. Donc, elle a été traitée comme une patiente médicale. Elle a passé des scanners, des radios à l'hôpital de Cahors et puis on a essayé ensuite de l'étudier couche par couche pour la comprendre jusqu'à la datation au carbone 14. Un autre module va présenter le travail autour de la dendrochronologie. Donc, c'est la datation des charpentes de bois, des éléments de bois qui permettent donc d'en comprendre l'origine, de les comparer pour dater au plus près ces éléments en architecture notamment, lorsque l'œil de l'architecte ou de l'expert ne suffisent pas. Bien évidemment, dans la démarche d'étude, on va comparer beaucoup les bâtiments, on va essayer de se fier à leur origine géographique, mais parfois ça ne suffit pas. Et là, la science permet d'aller au plus près pour comprendre un petit peu plus l'histoire de ces bâtiments, de ces édifices, qu'ils soient modestes comme des granges ou plus prestigieux comme des châteaux. On a aussi un vaste champ d'études autour des maisons médiévales dans le Lot. Donc, les maisons à pans de bois ont été concernées notamment par cette technique. Donc, changement de matériaux, le métal. L'an dernier, un trésor a été trouvé à l'Albinque, c'est une petite commune du Lot. Dans ce trésor se trouvaient à peu près 200 pièces de métal qui étaient très ternies, très corrodées, sédimentées entre elles. On n'arrivait pas à les lire ni à les comprendre. Donc, ces pièces de métal sont parties dans les laboratoires, elles ont été étudiées et ont subi des bains, des nettoyages, des traitements chimiques afin de redonner
au métal de sa lisibilité afin de pouvoir le comprendre et d'enrichir l'histoire et voilà, vraiment de comprendre pourquoi ce trésor a été enfoui ici, de quelle époque il date et de retracer un petit peu toute la piste autour de cette découverte. Autre matériau étudié au sein d'un module supplémentaire, c'est la pierre, avec l'exemple de la frise en pierre sculptée de l'église d'Acier, toujours dans le Lot. Donc, c'est une église qui date du XVe siècle, avec une frise remarquable qui fait plus de 100 mètres tout autour de cette église. Qui va retracer des épisodes historiques, militaires de son fondateur, qui est Gaillot de Genouillac. Et on constate que cette pierre commence à être abîmée, des efflorescences, des coupes salines, du gypse apparaissent. On cherche à comprendre pourquoi ces altérations apparaissent et comment agir sur la pierre pour la protéger, la nettoyer et surtout la préserver à long terme. Donc là aussi, la science et la chimie ont un rôle à jouer et on va comprendre que des éléments environnementaux peuvent aussi déterminer certaines altérations. Donc, on va étudier la pierre en elle-même, sa composition, à travers la numérisation 3D, des examens macro, des études minéralogiques et la microbiologie que j'ai évoquée tout à l'heure. L'objectif, c'est vraiment, à chaque fois, pour tous ces sujets d'investigation-là, de trouver le meilleur traitement possible pour préserver les œuvres, les bâtiments, les édifices. C'est vraiment une idée, premièrement, de consolidation, de préservation. Parfois, des actions de restauration sont enclenchées également à la suite de ces études-là. Alors justement, une vaste étude aussi qui a eu lieu sur le département du Lot, qui est encore en cours, hein, c'est l'étude des peintures murales, puisqu'on a, un foyer très important de peintures murales, alors dans des habitats particuliers ou dans des édifices religieux. On va ici en présenter plusieurs exemples et mettre en avant le travail des restaurateurs et le lien entre leurs connaissances en histoire de l'art, architecturale, mais aussi des procédés scientifiques qui permettent de comprendre à la fois le matériau porteur, la couche intermédiaire, la couche picturale, donc toutes ces différentes stratigraphies de l'œuvre, également comment est apportée la couleur, comment traiter les pigments, les différents enduits, et quels sont les protocoles mis en place selon les types d'altérations, que ces altérations soient d'origine environnementale ou humaine, afin là aussi de préserver les œuvres et parfois même de retrouver des œuvres qui étaient cachées derrière des enduits. Enfin, le dernier module concerne la data, puisqu'on a parlé de matière, donc avec différents matériaux jusqu'à présent, mais il y a aussi tout ce qui relève de la matière grise, donc tout le savoir qui est engrangé, notamment par les chercheurs en inventaire, renforcé par les apports des restaurateurs du patrimoine. On va vraiment mettre en évidence aussi ce travail d'enquêteur, lorsque les chercheurs étudient, analysent, classent les informations, essayent de retracer un petit peu l'histoire des œuvres à travers toute une documentation qui est très complète, mais aussi grâce aux apports des restaurateurs. Donc ça, c'est vraiment un travail qui va reposer sur les uns et les autres, qui est là aussi très riche, pluridisciplinaire. Mais tout ce savoir qui est engrangé, on ne le garde plus dans des dossiers suspendus ou bien cachés à l'abri des regards. Ce travail-là, il est porté à la connaissance de tous, partageable. Donc à travers des bases de données, des notices sont rédigées. Il y a aussi des notions de thésaurus pour développer un langage universel qui soit compréhensible maximum de personnes, au moins pour parler le même langage. Et
tout aussi un travail qui est très normé de fiches d'inventaire, de relevés. Donc, on va proposer aussi aux visiteurs de se mettre dans la peau du chercheur en inventaire et de comprendre un petit peu comment il va rédiger ses fiches, comment le savoir est classé, comment il est partagé par la suite. Donc, voici un exemple de quelques manips présentes dans l'exposition. C'est une exposition qu'on a essayé de rendre vivante. Alors, elle vient d'arriver, on l'a reçue en septembre, donc elle n'a pas encore été déployée dans les établissements, mais elle a vocation vraiment à itinérer, à aller dans les collèges, dans les lycées et à être vecteur de développement, de thématiques, aussi bien autour des métiers qui sont en lien avec toutes ces interventions présentées précédemment, mais aussi en lien avec le patrimoine de proximité. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est très large, que l'on va pouvoir enrichir au fil du temps. Cette exposition elle va être enrichie et accompagnée de fiches de médiation lorsqu'elle va circuler dans les établissements pour que les enseignants, les associations, les professeurs documentalistes aussi puissent s'en emparer. Ils pourront l'utiliser soit pour une thématique, si on veut travailler sur la lumière, la couleur en physique-chimie par exemple, ou alors si on veut travailler sur le patrimoine de proximité, à acier par exemple, on peut emprunter uniquement le module sur l'église d'acier. Donc c'est quelque chose qui est vraiment modulable. Donc avec cette exposition seront proposées une mallette de livres qui viendra compléter le propos. Des jeux, un jeu numérique qui est en cours d'élaboration sur l'outil Pégase, que vous connaissez probablement, avec le support de l'atelier Canopé, et un jeu qui est en cours de conception au niveau de Carrefour des Sciences et des Arts, qui va être, bon là ce n'est pas un jeu numérique, c'est plutôt un jeu de cartes, un jeu vraiment qui va permettre de circuler autour des œuvres, et susciter le dialogue et l'échange avec les professeurs autour des métiers. Pour conclure, je voudrais simplement dire que ce sont des dispositifs qui sont totalement gratuits, que le département aide pour toute la logistique et aussi pour développer des thématiques pour être utilisées en cours ou lors de visites particulières. C'est un outil qui n'est pas voué à vivre tout seul ou isolé, mais qui est au contraire destiné à s'enrichir et à être un vrai support d'échange et de transmission. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Avant de poursuivre, j'ai des questions côté Montpellier. Donc c'est une exposition itinérante. Euh, Est-ce que donc voilà, il y a des personnes qui voulaient savoir si l'itinérance était réservée au Lot ou si éventuellement pouvait s'envisager une fois que bien sûr elle aura fait son chemin dans le Lot, un- une poursuite de son parcours au-delà des frontières lotoises. Alors, évidemment, l'itinérance est prévue dans un premier temps dans le Lot, comme vous l'avez très bien dit, Mélanie. Mais d'autre part, il est possible d'envisager une itinérance en dehors des frontières lotoises, à savoir que c'est quand même un dispositif un petit peu encombrant et que je ne pourrais pas assurer le transport et la logistique dans toute l'Occitanie. Mais évidemment, elle est vouée à circuler et à vivre cette exposition. Donc, pour répondre à une question, je vais également mettre nos coordonnées. Ce qui est disponible sur le net ou ce qui est partageable aussi, ce sont les fichiers de l'exposition. Et voilà, les mallettes également peuvent être envisagées auprès. Du coup, je relais une remarque de la médiathèque départementale de l'Hérault qui pose la question aussi d'une possible déclinaison par un autre département, donc en s'appuyant sur toutes les recherches que vous aviez déjà faites. Voilà, si peut-être un échange après coup pourra se mettre en place pour imaginer des coopérations et des mutualisations. Et bien sûr, cette perspective n'est pas réservée à l'Hérault si d'autres départements sont intéressés et si vous y êtes favorable.
Ah oui, bien sûr, c'est extrêmement intéressant et ça permettrait de nourrir le propos, croiser les approches, les techniques et d'enrichir avec d'autres disciplines aussi peut-être. Donc au contraire, c'est une magnifique idée. Et une dernière demande de précision. Vous avez dit que cette exposition, elle allait a priori circuler dans des collèges et des lycées. Est-ce qu'il y a des étapes en médiathèque qui sont prévues? Oui, bien sûr, il y a des étapes en médiathèque qui sont prévues, notamment grâce au support de la bibliothèque départementale du Lot. Grâce à leur festival qui s'intitule Cultive ta science, mais également en dehors de cet événement-là, en bibliothèque ou en médiathèque, sont nos partenaires privilégiés. Donc oui, elle va circuler dans ce cadre-là. Bah, super, merci pour Montpellier. Merci. Euh, et du coup, bah, si Annabelle et Aurore veulent dire deux mots sur le programme de développement des sciences dans le Lot, je pense que tout le monde serait ravi de l'entendre. Merci beaucoup, Cindy. Merci à vous. Voilà, je laisse la parole à Aurore, du coup. Oui, j'active. Tac, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, super. Oui, en fait, on mène donc la bibliothèque départementale avec Carrefour des sciences et des arts. Nous menons depuis plusieurs années. En fait, on organise un festival de vulgarisation scientifique dans les médiathèques et bibliothèques du département du Lot. Voilà, donc ça fait plusieurs années maintenant. Et l'idée de ce festival, c'est vraiment de faire entrer les sciences en fait dans les bibliothèques. Et donc, on propose en fait aux bibliothèques et médiathèques un ensemble de ressources dont des expositions, dont des mallettes thématiques et qui circulent en fait pendant toute la durée du festival. Donc le festival dure plusieurs mois, donc de janvier à mai pour l'an prochain. Et voilà, l'idée c'est vraiment de démocratiser en fait l'accès des sciences aux sciences via les bibliothèques et médiathèques. Voilà, donc c'est un beau festival qui s'enrichit d'année en année et qui vraiment est porté à plusieurs mains avec l'association Carrefour des sciences et des arts que vous allez entendre, mais aussi grâce à tous les partenaires qui sont mobilisés sur la programmation du festival. Donc cette année, Cindy Pulimini en fait a présenté son exposition, mais nous avons aussi à nos côtés Rachel Arnoux qui gère la programmation à l'Université fédérale de Toulouse et qui propose des conférenciers qui interviennent notamment dans le cadre de ce festival. Voilà, donc c'est une programmation assez riche et voilà, vous entendez mes collègues aujourd'hui qui ont présenté dans le cadre du festival un ensemble de ressources. Donc là, vous avez une petite idée voilà, des ressources qui sont mobilisées sur le territoire. Je ne parle pas plus, je laisse la parole à Annabelle. Merci, Aurore. Et donc, le festival s'appelle Cultive ta science. Exactement. Et si je ne m'abuse, ça va être la 5e année. On a eu des périodes blanches avec 2020, bien sûr, mais voilà, ça va être la 5e année, la 4e version. Voilà. Merci. Et, du coup, écoutez, je me lance alors. Hein. Je présente Carrefour des sciences et des arts. Donc, c'est une association de culture scientifique, de médiation scientifique. Nous sommes basés dans le Lot, nous sommes basés à Cahors, mais nous intervenons dans tout le département du Lot, voire même sur l'Aveyron. Et nous faisons partie d'un grand réseau qui s'appelle Sciences en Occitanie, dont fait aussi partie Délire d'encre. Donc, je dis bonjour aux collègues de Délire d'encre en même temps, et qui a pour mission justement de faire rayonner la culture scientifique auprès des partenaires qui seraient intéressés et dont ce n'est pas peut-être la mission première. Donc voilà, nous sommes au cœur de nos missions en travaillant évidemment avec les médiathèques. Et oui, pour resituer, Carrefour des sciences et des arts, nous allons fêter nos 30 ans l'année prochaine. Donc c'est une association qui a maintenant un peu de vécu. Et moi, je vous présente là maintenant, en fait, notre envie aussi, c'est de faire voir qu'on peut faire de la médiation scientifique de façon assez ludique et facile, même dans les médiathèques où on ne sait pas forcément, on ne se sent pas légitime. Souvent, je sais que les médiathécaires ont le syndrome de l'imposteur en se disant, oh là là, mais non, mais moi, les sciences, oui. Mais en fait, on peut faire, je comprends tout à fait ça, mais en fait, on peut faire aussi des expériences qui sont facile d'accès, en tout cas ludique, et que le public y trouve au moins quelque chose de passer un bon moment, de se poser des questions. Et si on n'a pas les réponses aux questions, après, c'est une deuxième chose. Vous avez pléthore d'ouvrages à côté où on peut trouver les réponses, et susciter la question, c'est déjà en soi une belle aventure.
Donc, j'espère qu'après mon intervention, vous aurez envie de vous lancer. Je vais vous présenter quelques petites expériences qui sont simples, qui sont faciles à mettre en œuvre et qui sont, même si elles suscitent les questions, en tout cas ludiques et plaisantes à réaliser. Voilà. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre quand vous le souhaitez. Je vais aussi essayer de faire un partage d'écran et de switcher pour vous montrer aussi en vrai des choses. Donc, on fait des tests, hein, si vous me dites si ça ne fonctionne pas. Alors, pour commencer le partage d'écran, voilà, j'espère que ça fonctionne. Donc là, vous devez voir le document que vous pourrez, enfin, je pourrais vous le faire passer après. C'est un document qu'on a créé. On n'a rien inventé, hein, toutes ces expériences existent et vous les trouvez très facilement à droite et à gauche sur le web. Mais voilà, là, je vais essayer de mettre le lien sur donc, lumière et couleur, puisque avec tout ce que vous avez entendu sur Soulage ce matin, vous avez compris que c'était vraiment au cœur de la question. À chaque fois, on a une présentation d'un petit atelier et le message clé que nous, on veut en faire ressortir. Parce qu'évidemment, voilà, évidemment, en médiation scientifique, on a envie après que le public ait compris quelque chose. Mais ça, c'est notre ambition. Déjà, vous allez voir que les expériences sont déjà intéressantes à faire en elles-mêmes. Voilà, donc là, on a 5 petites expériences à faire avec, à chaque fois, on va vous lister le matériel et tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir le réaliser. Bon, alors, première chose, on va essayer de décomposer la lumière blanche. Alors, décomposer la lumière blanche, déjà, rien que ce titre, c'est compliqué. Et hop là, si je vous montre comment est faite la fiche, voilà. Vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle un réseau et d'une lumière, d'une source lumineuse. Alors là, maintenant, si j'arrête le partage, hop là, voilà, je vais essayer de vous montrer. En fait, le réseau, c'est voilà, une petite chose. Alors, vous avez vu, c'est dans un support de diapo. En fait, c'est un film transparent qui est strié, des stries que nous ne voyons pas à l'œil nu, mais qui est strié de stries très, très fins qui vont être capables de séparer la lumière blanche. Alors, je pense que si je le mets astucieusement sous ma lumière à moi, vous allez déjà voir un peu ce que ça donne. On s'en sert. Alors, vous allez me dire, mais où trouver ça? Eh bien, en fait, dans tous les labos de physique de collège et lycée, vous en trouvez. Et puis sur les catalogues de matériel de physique et chimie aussi, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui sert vraiment en optique pour séparer la lumière blanche. Et alors, qu'est-ce qu'on obtient quand on sépare la lumière blanche? C'est une vraie question, vous avez le droit de répondre dans le chat. Si vous n'avez pas de réseau, vous pouvez aussi utiliser vos vieux CD qui ne vous servent plus, parce que les raies du CD derrière ont exactement la même propriété. Elles sont capables, elles aussi, de diviser la lumière, de séparer la lumière blanche. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? Un arc-en-ciel. Êtes-vous capable de me donner les différentes couleurs de l'arc-en-ciel? Encore plus dur. Alors, j'ai quelques documents qu'on montre en fait pendant l'atelier. Ça fait partie d'une petite mallette. Voilà, cette couleur, merci, c'est chouette. Une petite mallette que nous, on prête là sur les médiathèques du Lot, mais vous allez voir, c'est très facile à faire. Donc voilà, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, effectivement. Et là, c'est quand même assez magique de pouvoir les faire apparaître avec ces petits outils. On a aussi, bien sûr, la bonne vieille technique du verre d'eau devant la fenêtre avec la lumière du soleil. Mais encore faut-il avoir du soleil et encore faut-il avoir la bonne orientation possible. Quelquefois, vous pouvez avoir le soleil, mais il est derrière votre bâtiment. Avec ces 2 petits outils, vous vous affranchissez de la problématique de la météo et de l'orientation de votre bâtiment. Voilà, donc déjà, on vient de faire toucher du doigt que la lumière qu'on voit, et c'était très intéressant à la fin de Maxime tout à l'heure de dire que Soulage nous proposait de ne pas nous servir de notre cerveau, mais d'abord de nos sens et de nos yeux. C'est que là, en fait, quand vous voyez la lumière blanche, eh bien, en fait, c'est déjà une petite illusion d'optique, puisque en fait, vous voyez toutes les couleurs en même temps, mais qui sont rapprochées à votre œil, notre petit œil d'humain qui ne voit que cette lumière blanche. Alors, si je continue, je repartage mon écran. Oui, aussi intéressant, vous le voyez quand les enfants le font, c'est très chouette puisqu'ils vont tester différentes sources de lumière. Et donc, selon si vous avez des néons, la lumière du jour, etc., vous ne voyez pas la même chose. J'en profite pour rappeler qu'on ne regarde jamais le soleil dans les yeux, ni avec un réseau, ni avec rien du tout. Hein. On ne regarde jamais directement le soleil avec les yeux. On se brûle la rétine et on devient aveugle. Okay. Voilà, c'est important de le dire. Alors, les mots techniques de synthèse additive et de synthèse, après, vous allez voir soustractive, j'y viendrai après. Hein. Ils sont dans le dossier parce que je vous montre le dossier final, mais les expériences vont vous amener à ça. Donc, ensuite, on peut aussi jouer avec des lampes.
souvent dans les médiathèques, il est possible d'avoir des petits coins un peu plus sombres. Et ça, c'est très chouette d'avoir des lampes et de pouvoir jouer avec de la lumière. Alors, la lumière, donc nous, on a, si vous voyez, j'arrête peut-être le partage. On a en fait des petites lampes que vous pouvez trouver dans le commerce, sur lesquelles on a hop là, accroché tout simplement des petits filtres colorés qui nous permettent de voir de la lumière bleue. J'arrête le partage, je pense, pour que vous voyez mieux. Voilà, de la lumière verte, de la lumière bleue. Donc, on scotche tout bêtement un petit filtre sur nos lampes. Et en fait, avec les lampes, on peut faire un petit... Là, c'est du rouge. Et on peut projeter sur un mur blanc, sur une surface blanche, et jouer avec ces couleurs, mais ces lumières colorées. Alors, peut-être que vous le savez déjà. Si je mélange... Alors, je n'ai pas pris ces trois-là au hasard. On a pris le vert, le rouge et le bleu. Et si je les mélange, est-ce que vous savez ce que ça donne? Est-ce que vous connaissez le résultat des mélanges? Alors, donc, si je vous demande comment, hop là, si je mélange les différents cercles de lumière, j'obtiendrai ça. En fait, quand je mélange le vert et le rouge, j'obtiens du jaune. C'est inattendu puisque ce n'est pas ce que vous apprenez depuis que vous êtes petit en mélangeant des couleurs. Si je mélange le bleu et le rouge, j'obtiens ce qu'on appellerait le rose, le magenta. Et si je mélange le vert et le bleu, j'obtiens un bleu qu'on appelle le cyan. Et si je les mélange toutes les trois, incroyablement vrai, au milieu, je récupère ma lumière blanche. Ça, ce sont des ateliers assez fascinants à faire parce que déjà, on est dans une atmosphère un peu étrange, il fait un peu sombre, on mélange nos lumières, on le fait rarement. Et en plus, c'est très beau. C'est très beau parce que tout de suite, les ombres sont colorées. Et ça, c'est justement l'expérience suivante. On a mis une petite photo ici, c'est-à-dire que puisque j'ai plusieurs couleurs qui arrivent, si je mets des objets dans le champ lumineux, eh bien, ils vont avoir des ombres colorées. Ça, c'est assez fantastique et assez beau à voir, c'est esthétique, mais en plus, voilà, vous êtes en train de faire de la physique quand vous faites ça, puisque l'expérience qu'on en a habituellement, c'est que notre ombre, elle soit noire. Hein, on se balade dehors sous la lumière blanche et notre ombre, elle est noire. Mais si vous vous promenez dans un faisceau d'une autre couleur, et encore mieux avec 3 faisceaux colorés qui vous éclairent, eh bien, votre ombre sera colorée de la lumière qui manque. Là, on voit très bien une magnifique ombre rose, une magnifique ombre verte, voire jaune. C'est assez fascinant. Et encore une fois, facile à mettre en œuvre. Voilà. Alors, si je reviens, hop, parce que j'avais sauté des points, intéressant aussi de travailler maintenant sur l'écran de nos téléphones et de nos tablettes. Voilà. Puisque si on les regarde au microscope, alors nous, on prête des mini-zooms là qu'on a dans la mallette, mais en fait, avec, si vous avez des binoculaires, si vous avez moyen de, encore une fois, de vous procurer ce genre de petit matériel très facilement, vous mettez un écran dessous et voilà, vous obtenez ce qu'on voit là sur nos images, c'est des photos de ce qu'on a sous nos yeux. Hein. C'est-à-dire qu'on se rend compte que quand on parle de pixels, eh bien, ils sont vraiment là. On voit les pixels et que pour que notre œil voit des couleurs différentes sur l'écran de l'appareil, ce sont en fait juste 3 couleurs de pixels qui vont nous permettre, en les mélangeant, d'obtenir toutes les couleurs qu'on voit sur notre téléphone. Ça, c'est assez fantastique parce que souvent, les gens ne le savent pas. Et regarder l'écran avec ne serait-ce que déjà une goutte d'eau posée sur l'écran qui fait loupe, déjà, on voit autre chose. Et là, vous les voyez, hein, ces petits pixels, donc ils sont des couleurs que je viens de vous présenter, à savoir rouge, vert et bleu. J'ai la même feuille en plus grand. C'est avec ces 3 couleurs qu'on arrive à faire toutes les couleurs que nous présente notre écran. Avec les plus jeunes, des super expériences à faire avec juste en fabriquant des toupies. Donc, en mélangeant les couleurs. Si je mélange du rouge et du bleu, c'est-à-dire que vous avez vu, je fais juste un petit montage avec du papier. Nous, on le colle sur du carton. Là, on l'a fait sur des allumettes. Vous pouvez le faire sur des pics, des cure-dents. Les cure-dents, voilà, il faut faire attention quand on a des plus petits, mais il faut couper les bouts piquants. Et ensuite, donc c'est tout un bricolage des arbres, de le fabriquer, de le percer et ensuite de le faire tourner. Et ce qui est génial, c'est que notre œil a cette capacité d'avoir ce qu'on appelle la persistance rétinienne. Au fond de notre œil, nous avons une rétine sur laquelle les images restent imprimées quelque temps. Quand vous lui montrez 2 images très rapidement, lui, il va, votre rétine, donc votre œil, va superposer ces 2 images. Et là, quand on fait tourner très rapidement un disque, eh bien, votre œil va faire un amalgame et voir en fait eh bien, le mélange de ces couleurs. Donc là, plutôt que de vous le faire en vrai, on a préféré vous montrer les photos parce que c'est très difficile devant l'écran là de vous le montrer.
Mais voilà, on fait tourner très vite. Alors, cette expérience, elle a été immortalisée par un célèbre scientifique qui s'appelle Newton, qui a donné son nom au disque de Newton. Et dans le disque de Newton, il y a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, pareil, qu'on reprend 4 fois dans le disque au moins, ou 5 fois. On fait tourner très vite et on a une sensation de blanc quand on le fait tourner très vite. Voilà. Ça, c'est un petit bricolage facile à faire et pourtant, vous êtes déjà en train de jouer avec les couleurs, avec la lumière et vous êtes en train de faire de la physique. Les ombres colorées, je vous en ai parlé et je voulais vous faire tester quelque chose. Alors, on va faire une petite expérience en direct live. On aime bien faire tester en fait les gens qui participent et peut-être que vous avez, je cherche peut-être que vous avez vous aussi ce genre de lunettes, des lunettes qu'on utilisait avant pour la 3D quand elle était côté bleu, côté rouge. Ça me permet d'avoir des filtres. Alors, on demande aux gens de les mettre, c'est chouette parce que déjà, c'est assez drôle. Et puis après, en plus, vous voyez le monde autrement. Et là, je vais essayer de mettre le rouge devant ma caméra. Comme ça, vous verrez le monde en rouge. Fonctionne? Trop bien. Et donc là, si vous voyez le monde en rouge, je vous présente 2 balles. Voilà, des balles de tennis. Et je vous mets au défi de me dire de quelle couleur sont les balles. Alors là, vous allez me dire, bah, elles sont rouges, évidemment. Et oui, ce serait assez tentant de dire ça. C'est ça qui est très drôle. Maintenant, je vous mets le filtre bleu. Je vous demande de quelle couleur sont les balles. Et si j'enlève les filtres, et ça, c'est un jeu très drôle à faire dans une médiathèque, je pense. Vous pouvez avoir des objets colorés, avoir soit des lumières différentes couleurs, soit des filtres pour les gens, et faire un jeu de demander de quelle couleur sont les objets. Et voilà, on me disait jaune. Et non, il y en avait une jaune et une rouge. Pourquoi? Parce que ça trompe votre œil. Votre cerveau, il est habitué depuis très longtemps à savoir que, par exemple, une salade, ce sera vert, qu'un verre de grenadine, ce sera rouge. Et en fait, il est facile de le tromper. Et c'est très drôle à faire. Ça permet des situations assez ludiques de tromper notre cerveau parce que d'abord, ça nous met dans un état d'étonnement. Et c'est ça aussi la science, c'est l'émerveillement, c'est l'étonnement. Et en même temps, là, on est vraiment au croisement de art et science, puisque vous pouvez jouer avec ça et faire à mon avis, des émerveillements qui vont vers l'artistique. Alors, je continue. Vous me dites quand vous en avez assez que je partage, revienne, mais vous ne vous plaignez pas pour l'instant. Une petite expérience qui est aussi très facile à faire et en même temps spectaculaire, c'est la chromatographie. Alors, ce mot peut vous paraître un peu faire peur, mais en fait, vous allez voir, c'est assez simple. Le matériel qu'il vous faut, il est très simple. Des feutres, des filtres à café. Maintenant, je ne dis plus que c'est simple parce que souvent, on a des machines à café qui n'utilisent plus des filtres et les enfants ne savent pas ce que c'est qu'un filtre à café. Mais on en trouve quand même. Et il faut qu'il soit blanc, pas marron, comme on en trouve aussi aujourd'hui, parce que sinon, évidemment, ça ne fonctionnera plus. Vous ne verrez plus les couleurs. Un pot transparent, des petites brochettes ou des petits cure-dents pour suspendre les bandelettes, du scotch et du vinaigre. Si vous n'avez pas de vinaigre, parce que vous ne voulez pas en utiliser avec les enfants, avec l'eau, ça marche très bien. Simplement, le vinaigre, ça va plus vite. On trouve que ça va plus vite. Et là, voilà le jeu. Vous découpez des bandelettes dans les filtres. Donc là, j'ai des petites bandelettes. Et ensuite, tout simplement, vous faites un petit trait de couleur avec les feutres que vous avez au bout de la bandelette. Mais attention, pas tout en bas de la bandelette. Il ne faut pas que cette couleur trempe dans le liquide. Il faut que ce soit un peu au-dessus de l'extrémité. Et en haut, on fait un petit point témoin pour se rappeler de quelle couleur est la couleur qu'on met sur notre bandelette. On organise un petit montage. Là, on a mis dans les verres, scotché au petit cure-dent et on laisse tremper délicatement. Vous voyez que l'extrémité seulement trempe dans notre liquide. Il y a un tout petit peu de liquide au fond des verres. Et là, voilà ce qu'on obtient. C'est très rapide. Il faut quelques minutes. On voit la couleur migrer, c'est-à-dire qu'on voit le pigment de la couleur migrer, ce qui est assez beau déjà en soi. Et en plus, là, on se rend compte que quand j'ai utilisé un feutre vert, par exemple, c'est l'avant-dernière bandelette, eh bien, c'était un mélange de pigment jaune et de pigment bleu. On le voit directement.
Quand on a mélangé du orange, on voit du jaune et du magenta. Alors, j'espère que la qualité de vos couleurs aussi vous montre la même chose que ce que j'ai sous les yeux, mais rien de mieux que de tester, de toute façon, hein, vous verrez. Et alors, encore mieux si on utilise du noir ou du marron, parce que là, ils ont mélangé beaucoup de pigments pour le faire, et donc on voit apparaître sous nos yeux, vous voyez, là, du rouge, du jaune, du bleu, alors qu'on pensait vraiment que le marron, on obtiendrait du marron. Et hop là, si je repartage pour vous faire voir. Voilà, je l'ai fait avec différentes couleurs, juste ce matin avant de voir, et on obtient quelque chose qui est exploitable après, une fois que ça a séché. En fait, vous voyez, on peut faire des œuvres d'art aussi avec nos chromatos. Voilà, c'est tout à fait, c'est du matériel qui est très facile à utiliser après. Pour conclure, je vous parlais tout à l'heure du fait qu'on parlait de synthèse additive et de synthèse soustractive. En fait, notre idée, c'est de montrer, du coup, excusez-moi, je vous remontre le partage, mais j'arrête le partage. Cette fiche pourra vous être envoyée, ce que je vous disais. Voilà. On travaille en fait sur ces deux choses. Donc, ce que je vous disais, quand vous mélangez des couleurs en lumière, vous obtenez le blanc au milieu. Et quand vous mélangez ce que vous savez depuis tout petit, quand vous mélangez des pigments, c'est-à-dire des feutres ou des peintures, vous obtenez le noir, l'absence de couleur. J'espère vous avoir donné envie de vous lancer dans ces petites expériences. J'en rajouterai une qui n'est pas sur la couleur, mais qui est plus sur la persistance rétinienne dont je vous parlais tout à l'heure, parce que c'est très facile à faire en médiathèque et je pense que c'est aussi spectaculaire. C'est un peu expliquer l'ancêtre du cinéma aussi. C'est d'avoir deux images et de se servir de notre persistance rétinienne, donc le fait que sur notre rétine, les images restent imprimées un petit moment, pour pouvoir en faire voilà, un petit objet. Je vous montre. Là, on va être bientôt Halloween, j'ai choisi celui-là. Pareil, c'est des modèles qu'on trouve très facilement. Ça s'appelle un thaumatrope. Vous avez ici, par exemple, un personnage et une citrouille. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, l'objectif est de découper le personnage, découper la citrouille. Après, de réfléchir à comment je les colle face à face pour que la citrouille soit en face de la main du personnage. Coller avec un petit bâtonnet. Donc là, c'est pareil, rien de très cher. Et ensuite, de le faire juste tourner comme ça. Et j'espère que ça marche devant la caméra. Mais votre œil superpose les deux images. Et vous voyez ainsi le personnage qui tient la citrouille. Est-ce que ça fonctionne? Oui, super, merci Mélanie. Voilà, ça s'appelle un thaumatrope et vous pouvez le faire sur tellement de thématiques et c'est tellement chouette à faire. Et en même temps, quand vous faites ça, vous faites de la science parce que vous êtes en train de vous servir d'un principe à la fois qui est biologie, à la fois qui est physique, chimie. Et voilà, c'est super. Donc, il y en a plein différents. Vous trouvez ça très, très facilement sur le net. Et voilà, c'est très ludique à faire. Vous pouvez les créer selon les ouvrages que vous avez, vous aussi, créer des images vraiment hyper personnalisées. Et voilà. Je m'arrête là sur ma présentation. Encore une fois, les fiches peuvent vous être présentées. On a choisi volontairement du petit matériel qui est très facile à trouver. Alors, vous allez me dire, ah, mais les microscopes, peut-être pas facile. Oui, mais en fait, vraiment, si vous vous rapprochez, encore une fois, si vous avez des collèges ou lycées pas loin qui peuvent faire un achat groupé avec vous ou vous prêter du matériel le temps de l'atelier, parce que c'est vrai que si vous faites un atelier de 2 heures, ils peuvent peut-être vous le prêter le temps de l'atelier. Ça fonctionne vraiment très bien. Et voilà, j'espère vraiment que ne vous arrêtez pas à la problématique du matériel, on trouve des solutions. Voilà. Vous avez peut-être des associations de culture scientifique pas loin de chez vous qui peuvent vous prêter aussi le matériel et lancez-vous. Et là, j'espère vous avoir montré que même si vous n'avez pas les réponses aux questions, parce que c'est de la physique après qui peut être bien plus compliquée, vous pouvez au moins vous faire plaisir et faire quelque chose de ludique, même sans expliquer la théorie. En fait, c'est pas grave.